Alors bonjour à toutes et tous et merci de nous suivre aujourd'hui pour cette journée spéciale santé et quel avenir pour la profession infirmière. Je serai accompagné toute la journée par Richard Leroux qui est infirmier de bloc opératoire diplômé d'État. Et nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Alexis Villepelet. Vous êtes relais santé auprès de monsieur Nicolas Dupont-Aignan de Boula France. Et je laisse la parole à Richard. Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette journée autour de la santé, organisée par 6 associations, le CEFIEC, l'AFNESI, l'UNAIBOD et le SNIBO, et enfin l'ANFID et la NPDE. Nous sommes accompagnés sur ce plateau par Magali Delos, qui est la présidente de l'UNAIBOD, c'est l'Union nationale des associations d'infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État et de leurs étudiants, et Madame Brigitte Lecointre, qui est présidente de l'ANFID, l'Association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et de leurs étudiants. Nous aborderons 2 grandes thématiques aujourd'hui, le système de santé et la profession infirmière, de l'exercice professionnel à leur formation. Alors nous allons commencer tout de suite avec une première question par Magali Delost. Bonjour à tous, merci. Merci d'avoir répondu par la positive pour cet événement. Donc tout d'abord, un petit peu un état des lieux. Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui de notre système de santé ? Notre système de santé, initialement, c'était un vrai bon système de santé. Quand De Gaulle crée la sécurité sociale en 1945 ou 1946, elle a permis d'avoir une conjonction d'un système de remboursement fiable, d'une bonne médecine de ville, d'hôpitaux qui s'appuyaient sur des CHU performants. Et c'est ce qui a permis, en demi-siècle, de faire passer l'espérance de vie de 62 à 82 ans en France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Malheureusement, depuis une trentaine d'années, il y a eu des politiques fondées sur une gestion administrative et une réduction aveugle des coûts qui ont été mises en place et qui ont mis à terre, enfin pas encore, mais le système, il n'est pas loin d'être mis à terre, le système de santé, et la crise Covid a montré de façon dramatique les failles du système. Je vous donne 2-3 chiffres qui me semblent parlants. En 1977, il y a le quota de médecins, j'ai un trou de mémoire, le numerus clausus est de 8700. En 1997, il est de 3700. Alors, heureusement, il est un peu remonté à l'heure actuelle, mais ça illustre bien ce dogme fou de dire, pour faire baisser le trou de la sécurité sociale, on va mettre moins de médecins, moins de personnel, moins d'infirmiers, et du coup, les gens, je ne sais pas quoi en penser, ils iront moins chez le médecin, ils soigneront moins, et ça, c'est pour le volet médecin. Vous savez comme moi que sur l'hôpital public est en crise. À cause de quoi ? À cause d'un ONDAM, un objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui a été sous le gouvernement Hollande, pourtant le gouvernement de gauche, on se vantait d'avoir un ONDAM en dessous de 2 points, ce qui était absolument absurde, ne serait-ce que vu la pyramide démographique. Donc on a un système, il est urgentissime de réagir. Ce que nous, on voudrait dire, c'est que la sécurité sociale, c'est le ciment de la nation française, réellement. C'est le ciment de notre modèle assimilationniste. C'est le ciment de notre modèle qui consiste à dire, avec une carte vitale, on se soigne. Et nous, on en est très fiers, et on veut le sauver. Et on ne veut pas que les dépenses de santé soient privatisées et qu'on remplace la carte vitale par la carte de crédit. Donc pour ça, on a 4 grands objectifs. On a premièrement assuré une continuité de soins sur l'ensemble du territoire, parce qu'actuellement il y a des déserts médicaux, il y a un rapport de 1 à 4 entre la situation dans les centres-villes et la situation dans les campagnes, en termes d'accession aux gynécologues, mais aussi aux kinés, aux orthophonistes, aux infirmiers libéraux. Il y a, deuxième point, la prévention, qui est le parent pauvre du système français. Personne ne parle de la prévention, on en parlera peut-être ensuite. La médecine scolaire on est dans un état dramatique. En 10 ans, on est passé de 1400 à 900 médecins scolaires. Parfois, dans certaines circonscriptions administratives, vous avez un médecin scolaire pour 42 000 élèves. La médecine scolaire, vous le savez sans doute que la situation de nos jeunes est dramatique. Et parfois, c'est l'examen en début de seconde, je crois, ou en fin de troisième, c'est le seul moment où ils voient un médecin, les jeunes. Donc, prévention, c'est fondamental. Troisième point, mieux dépenser. C'est-à-dire qu'actuellement, on a, je crois, en France, on a un taux d'emploi administratif de 33% dans les hôpitaux contre 25% en Allemagne. Donc il faut remettre des emplois pour les professionnels et moins dans l'administratif. Et quatrième point, se relocaliser
notre approvisionnement stratégique. On a bien vu pendant la crise, il fallait supplier les Chinois pour avoir des masques. Il fallait les médicaments. Alors, bon, malheureusement, il n'y a pas eu de médicaments immédiatement pour le Covid, mais ils auraient été sans doute fabriqués en Chine, parce qu'on a, dans les années 90, les laboratoires pharmaceutiques ont massivement délocalisé, notamment en Chine. Et donc, nous, ce qu'on dit simplement, quelque chose de bon sens, c'est que la sécurité sociale, elle rembourse des médicaments qui sont pour la plupart produits en France. C'est assez simple, parce qu'il faut... Ça, c'est une réforme progressive, bien sûr. Si demain, évidemment, on dit on rembourse que les médicaments produits en France, on ne rembourse plus rien du tout. Mais en 5 ans, nous, ce qu'on dit, c'est que progressivement, il faut pour les médicaments stratégiques, on les reproduise en France. Alors ceci, évidemment, il y a des médicaments qui ne pourront jamais être produits en France parce qu'ils ont des composés un peu particuliers, donc ils n'entreront pas dans ce périmètre. Mais donc voilà, 4e grand point, la relocalisation, le réapprovisionnement, le réarmement stratégique en matière de santé. Alors en effet, vous venez de l'exposer, cette pandémie que nous venons de traverser a fait sortir les forces et faiblesses de notre système de santé. Vous avez déjà proposé quelques solutions dans ce que vous venez d'exposer. Peut-être avez-vous encore une question autour de ça, Brigitte Lecointre ? Alors, merci tout d'abord d'être venu jusqu'à nous. Moi, j'avais une question, mais finalement, vous y avez répondu avec globalement avec vos 4 axes. C'était quels grands enseignements tirés qui permettent de construire ensemble notre système de santé de demain. Et donc, de ce fait, avec vos quatre axes principaux, vous avez répondu à cette question. Alors, je vais rebondir sur une autre question, tout autant en lien avec cette crise. Le rôle déterminant pendant cette crise des personnels de santé et de l'aide à la personne, notamment des infirmières, a permis d'identifier des compétences mobilisables, faisant ressortir la nécessité d'accélérer la reconnaissance de ces derniers en termes de montée en compétences de ces professionnels pour anticiper les évolutions. Vous avez parlé de la pyramide de la démographie et ça, effectivement, ça reste aujourd'hui un défi majeur. Alors, quelles seraient vos recommandations et vos priorités définies dans votre programme pour rendre concret cette reconnaissance des montées en compétences que nous avons pu observer pendant cette crise? Alors, je vais vous donner un exemple personnel. J'ai eu une nièce, enfin ma sœur a accouché récemment, et elle me parlait du travail de l'infirmière qui s'occupait de l'accouchement. Et elle me disait, figure-toi que cette infirmière, donc c'était un hôpital à Paris, elle faisait 50 km aller-retour, enfin elle vivait à 50 km, elle arrivait à 6h du matin, elle partait à 22h, parce qu'évidemment elle travaille que 3 ou 4 jours, mais donc du coup c'est des amplitudes horaires énormes, et effectivement, mais je pense qu'on aura l'occasion peut-être de réinciter dessus, les salaires sont actuellement ridicules. Les conditions de travail, les amplitudes horaires sont gigantesques. Il y a de plus en plus de travail parce que, d'une part, il y a des gens de plus en plus vieux qui arrivent à l'hôpital. Donc, évidemment, quelqu'un de vieux, ça prend du temps. Donc, quelques mesures concrètes. Reconnaître la pénibilité du travail. Notamment, je pense aux infirmiers et infirmières libéraux. Notamment chez les femmes. Il y a un énorme problème sur la maternité, sur les congés maternité des professions libérales en général et des infirmiers et infirmières en particulier. Donc reconnaître ça, vraiment sur l'aspect maternité, c'est impensable que ce soit aussi moins bien rémunéré que quelqu'un qui travaille dans le privé ou même dans le public est normal. Ça, c'est impensable. Donc revoir la condition de pénibilité. Ce qu'il faut aussi, pour le monde de la santé en général, c'est qu'il faut répondre aux problèmes d'insécurité dans les hôpitaux. Il y a de plus en plus d'insécurité, mais pas que dans les hôpitaux, pardon. C'est dans les hôpitaux et aussi dans la médecine de ville. Il y a de plus en plus de cabinets, c'est sidérant, qui se font attaquer par des voyous. Il faut absolument mettre en place des systèmes de liaison rapide entre les hôpitaux et les médecins de ville et les infirmiers libéraux et la police. Donc ça, pour le travail de ces personnels-là, l'aspect sécurité est très important. Et de façon générale, pour l'hôpital public, nous voulons un grand plan d'investissement pour l'hôpital public. Nous, on propose, je vais le montrer ici, on a 2 livrets programmes qu'on peut retrouver en PDF sur le site 2022nda.fr. Et dans ces livrets, on a chiffré très précisément la dépense, notamment celle qu'on voulait allouer d'une part à la santé. On veut 10 milliards de plus, en plus que du Ségur de la santé pour la santé, plus
Enfin, vous me parliez des personnes âgées, la dépendance. C'est l'énorme angle mort actuellement des politiques. Peut-être que M. Macron voulait, en 2017, il disait qu'il voulait faire une cinquième branche, il l'a créée, mais elle n'est pas dotée. Donc ça ne sert à rien. On crée une cinquième branche, mais on ne la dote pas. Nous, ce qu'on veut, c'est doter cette branche de 10 milliards d'euros et également faire beaucoup pour le handicap, notamment pour les EHPAD. Question des EHPAD, parce que quand on a tous des personnes âgées dans notre famille qui ont été en EHPAD. Et en fait, le grand drame de l'EHPAD, c'est que les infirmiers, ils ne sont pas méchants, évidemment, mais ils ont 10 minutes pour faire les toilettes de chaque pensionnaire. Donc, ce qu'il est impératif pour nous, on a un grand plan d'augmenter de 25% le taux d'encadrement en EHPAD et de recruter 80 000 aides-soignants pour les EHPAD. C'est fondamental. Et on l'a vu avec les scandales Corian, etc. Il y a un vrai sujet là-dessus. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu effectivement sur l'amélioration des conditions de travail, oui, sur le nombre de personnel à augmenter, mais vous n'avez pas répondu sur la reconnaissance des compétences qui ont été mobilisées pendant la crise par les infirmières et finalement de façon concrète comment vous allez accélérer pour les évolutions à venir. Vous avez effectivement parlé des personnes âgées, de la dépendance, etc. Mais finalement, pour anticiper ces évolutions, qu'allez-vous faire pour rendre concrète cette reconnaissance des compétences infirmières? Par exemple, je vous en donne une. Vous avez parlé de la médecine de ville. Je trouverais important qu'on puisse avoir un accès direct à une infirmière pour pouvoir, bien sûr, avec une formation, des compétences, une expérience, enfin, tout ce qui accompagnera, mais qu'il y ait, par exemple, un accès direct à l'infirmière. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut enrichir le parcours des infirmiers. J'avais lu sur, je ne sais pas si c'est une publication de votre côté, qu'en moyenne, les infirmiers diplômés d'État restaient seulement 5 ans. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est peut-être chez vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mais ça c'est un problème très global de formation en France, il n'y a pas que pour les infirmiers là-dessus, mais il faut absolument parvenir à une certaine souplesse, à enrichir les tâches, à développer les formations et les reconnaissances, et enrichir les tâches par des diplômes, des formations certifiantes. Ce que vous me dites, les pharmaciens ont le même sujet d'ailleurs. On pourrait aussi enrichir la palette des pharmaciens, mais encore ça se fait. Pas des pharmaciens. Non, je sais, non, mais les infirmiers. Je parle des infirmiers et de l'accès direct, par exemple, mais on aurait bien d'autres exemples à donner, mais notamment un accès direct. Et moi, je trouve que si on ne prend pas, ancrage sur la crise que nous venons de vivre et que l'on puisse s'appuyer sur des récits alternatifs, sur des expériences, sur ce qui s'est passé, sur cette médecine de proximité qui a fait que nous avons pu, en tous les cas en ville, pouvoir assurer les soins, je trouve que là, on passe à côté de quelque chose. Mais de toute façon, vous savez, moi, ce qui faisait un peu mal au cœur, c'est qu'en mars 2020, souvenez-vous, les personnels de santé étaient applaudis à 20h tous les soirs, à raison parce qu'effectivement... il faut se souvenir qu'au mois de mars 2020, tout le monde avait peur. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie qui a l'air de tuer beaucoup de gens ? Et c'était vraiment, on a envoyé les infirmiers et les médecins au front, entre guillemets, avec des sacs poubelles, il n'y avait pas d'équipement, les équipements, les masques, ils étaient en Chine, on avait brûlé le stock stratégique, on avait fait n'importe quoi. Et quelques mois après, vous vous en souvenez, on peut avoir des opinions diverses là-dessus, mais quelques mois après, on les a obligés à se vacciner et on leur a dit si vous n'êtes pas vacciné, on va vous mettre dehors pour le coup. Et ça, c'était quelque chose, je trouve que c'était une agression, une forme d'ingratitude envers des personnels. Alors c'est une minorité qui a refusé de se vacciner, bien entendu, mais c'était assez choquant. J'aimerais revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Vous avez donné des chiffres, 10 milliards d'euros. Oui. Conditions de salaire. Alors j'ai une question très basique, mais le Ségur de la santé a permis, en fait, avec la revalorisation salariale, de rattraper le retard qu'avait la France sur les pays de l'OCDE, puisqu'on était, avant le Ségur, à la 37e place par rapport au salaire moyen. Donc qu'est-ce que vous comptez faire, vous, concrètement, par rapport à cette problématique ? Et la deuxième question, c'est, vous avez parlé de 80 000 aides-soignants. Oui, dans les EHPAD, oui. Comment vous les formez, où vous les trouvez et par qui vous les formez, dans quels instituts ? Alors, il y a ces deux questions. Je vais commencer par la deuxième. La dépendance, c'est un enjeu absolument stratégique pour la France. Il suffit de regarder la pyramide démographique.
nous, chez Debout la France, on n'aime pas les anglicismes, mais je vais quand même en faire un. Il y a ce qu'on appelle la silver economy qui va être amenée à se développer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des formations, ça veut dire une industrie pour permettre aux personnes âgées de rester le plus possible chez elles, avec des personnels, des infirmiers libéraux, des aides-soignants qui viennent les voir, parce qu'on le sait tous, ça coûte beaucoup moins cher à la collectivité. Une personne âgée qui est chez elle plutôt que quelqu'un qui est à l'hôpital ou quelqu'un qui est en EHPAD. Donc il y a véritablement tout un ensemble. Je vous recommande le programme de Dupont-Aignan, chapitre dépendance là-dessus, où on en parle, bien sûr. Non, mais on en parle réellement dessus. Et donc c'est un enjeu énorme que dans les écoles, dans les lycées professionnels, dans les écoles, on ouvre des formations liées à ça, liées au savoir-faire de la dépendance. Parce que c'est un savoir-faire, et avec des reconnaissances des diplômes, parce qu'on le voit, encore une fois, la situation dans les EHPAD, elle fait mal au cœur. Enfin, on le voit, on est au cœur des scandales. Elle fait réellement mal au cœur. Donc, autour de cette silver economy, ouvrir donc, encore une fois, des postes d'aide-soignants et créer des formations dans les écoles d'infirmières, dans les lycées professionnels, pour accompagner le déploiement de ce volet. Excusez-moi, quelle était votre première question ? C'était par rapport aux conditions de salaire. Ah oui, le Ségur a permis... Il a commencé, bien sûr, le Ségur a commencé. Où vont nos 10 milliards ? Nous, ce qu'on voudrait, je vous parlais tout à l'heure de la continuité territoriale, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2000, il y avait 720 maternités, aujourd'hui il y en a 480. Il y a 100 000 lits d'hôpitaux qui ont fermé entre 1997 et 2017. Ce qu'on propose, nous, c'est sur ces 10 milliards, 5 milliards pour réouvrir ou réouvrir un hôpital ou une maternité dans chaque département, un par département. Honnêtement, très honnêtement, si on fait ça, on atteindra péniblement le niveau de 2008. Donc on part pas dans le décor. Donc rouvrir un établissement de santé. Deuxième point, j'en ai parlé tout à l'heure, la médecine scolaire. On veut revaloriser de 15% tous les salaires liés à la médecine scolaire. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir, alors je fais une petite parenthèse, mais un médecin scolaire, il gagne 2 fois moins en moyenne qu'un généraliste. Au demeurant, le généraliste, ce n'est pas forcément les mieux payés d'Europe, en plus. Donc 15% pour les infirmières scolaires et les médecins, et doubler le nombre de personnels liés à la médecine scolaire. Ça, c'est 500 millions. Ce qu'on veut aussi, c'est que, puisque vous me demandez de détailler les 10 milliards, 2 milliards pour réouvrir des lits de réanimation. On a 5 ou 6 000 lits de réanimation pérennes, les Allemands en ont 12 000. On a bien vu qu'en cas de pandémie, malheureusement, je ne veux pas être un prophète de mauvais augure, mais malheureusement, avec cette mondialisation qui a tendance à empiéter sur ce qu'on appelle, sur les faunes et les flores, il est à craindre qu'il y ait de plus en plus de ce qu'on appelle des zoonoses, vous connaissez mieux, vous êtes plus scientifique que moi, qui se développent, et il va falloir anticiper, à notre sens, les lits de réanimation. Donc investir pour être prêt à avoir 10 000 lits de réanimation pour être dans les mêmes proportions, peu ou prou, que l'Allemagne. Et ce qu'on veut aussi, ça c'est plus organisationnel, c'est réorganiser ce système de santé. Actuellement, ce sont les ARS qui font la pluie et le beau temps dans le système de santé. François Hollande a créé les grandes régions. Et bien, véritablement, nous, on voudrait revenir aux anciennes directions départementales de la santé, sous l'autorité d'un préfet, qui finalement fonctionnaient pas si mal. Plutôt que ces ARS qui n'ont pas du tout la taille critique. Vous voulez faire quoi avec les ARS concrètement ? Les supprimer, tout bonnement. On supprime les ARS, on les remplace par les directions départementales de la santé. D'accord. Alors vous abordez le sujet de la dépendance qui est très intéressant. Malgré tout, il y a deux parties que vous n'abordez pas. Oui. Qu'il s'agit dans la dépendance, dans la prise en charge des vulnérables, qui sont les enfants, plutôt en bas âge, puisque vous abordez plutôt déjà un peu plus âgés à l'école, et les personnes atteintes de problématiques mentales. Donc qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet ? Alors, vous me parlez de la question du handicap. Pour ce deuxième, on veut investir... Pas du handicap. Je ne parle pas du handicap, je parle des enfants et des problématiques mentales. D'accord. Des pathologies mentales. Alors, prise en charge de ces... Sur les pathologies mentales, vous pensez à quoi, par exemple, sur les pathologies mentales ? Les prises en charge en hôpital psychiatrique, les parcours de santé, les maisons, des hôpitaux de jour de prise en charge de ces patients. Non, c'est effectivement, la psychiatrie est un des parents pauvres du système de santé français. Et nous, ce qu'on va
véritablement lancer un grand audit, parce que c'est le parent pauvre, et c'est tellement parent pauvre qu'il y a assez peu d'études finalement sur ce domaine-là. Il faut bien le reconnaître. Donc on a véritablement ce point en tête, et il va falloir qu'on fasse un audit. Quels sont l'ensemble des outils dans le domaine psychiatrique? Il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a également les professions, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes. On voudrait vraiment mettre à plat ces systèmes-là pour essayer de voir et s'inspirer des meilleures pratiques à l'étranger, voir qu'est-ce qu'on fait mal. Par exemple, pour l'aspect des soins psychiatriques, je crois que les Belges sont assez avancés par rapport à nous. Il faut véritablement s'inspirer des meilleures pratiques. Je vais être très transparent avec vous, j'ai pas de solution liée à ça, mais on a bien en tête ce sujet-là. Et pour les enfants, les jeunes enfants, qui sont très dépendants? Alors, les jeunes enfants, il y a un aspect très important, ça relie les sujets liés à l'éducation. Il faut investir dans les maternelles, dans la maternelle. La maternelle, j'emploie souvent l'expression parent pauvre, mais la maternelle est totalement oubliée dans l'ensemble des réformes qui peuvent être mises en place. Ça ne concerne l'éducation, mais ça ne concerne pas la santé. Alors, je vais préciser la question parce qu'on a avec nous aujourd'hui la NPDE, qui est l'Association nationale des puéricultrices, puériculteurs et des étudiants. Aujourd'hui, un enfant, ce n'est pas un petit adulte. Il doit être soigné, traité, accompagné avec sa famille de façon différente qu'une infirmière pourrait le faire, même si elle essaye de le faire très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas comment dire, on ne favorise pas la prise en charge par ces professionnels formés et spécialisés. On ne favorise pas cette prise en charge de l'enfant et l'accompagnement de sa famille qui serait de la prévention finalement. Bien sûr. Mais les politiques de prévention, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est totalement... c'est le grand parent pauvre. On a du mal, je vais venir sur le sujet des enfants, mais les IRM, c'est un désastre. On n'arrive pas à faire une IRM en France. J'ai parlé de la médecine scolaire. Ce qui est très important à nos yeux, c'est par exemple, on a une mesure sur la recherche pour les cancers de l'enfant. Ça, c'est un sujet... malheureusement, les grands laboratoires pharmaceutiques font relativement peu de recherche là-dessus parce que c'est pas extrêmement rentable, parce que c'est un nombre assez restreint. La population atteinte, heureusement, est assez restreinte. Néanmoins, nous, ce qu'on voudrait, c'est relancer les recherches sur les cancers des enfants et également, de façon plus générale, que le secteur public prenne en charge toutes les études sur des maladies relativement rares qui ne sont pas prises en charge par les laboratoires pharmaceutiques parce qu'eux, ils sont conduit par, évidemment, la recherche du profit. Mais je ne leur reproche pas, c'est une entreprise. Mais évidemment, il y a certaines maladies qui ne sont pas du tout prises en charge qui sont prises en charge par personne. Et dans ce cas-là, il faut que la puissance publique se substitue et lance des recherches sur les cancers pour les enfants, notamment. Alors, on va poursuivre. On va continuer plus spécifiquement sur la profession infirmière, puisque c'est notre débat de la journée, sur la formation, l'évolution des carrières et surtout, j'ai envie de dire, l'attractivité et la fidélisation. En revanche, je vous donne juste un petit message comme ça, il n'y a pas de réponse. Vous parliez tout à l'heure de déserts médicaux. Je reviens sur les enfants. Les infirmières puéricultrices aujourd'hui ont cette possibilité d'aller sur le terrain avec une nomenclature d'actes qui serait envisageable pour aller soutenir les pédiatres et la médecine de ville. C'était juste un message. Donc je passe la parole à Brigitte Lecointe sur... Moi peut-être aussi. À Magali, sur l'avenir. J'ai plein de questions. Eh ben, vas-y. J'ai trouvé que c'était très intéressant, votre vision des choses, bien sûr. Mais moi, il y a 2-3 petites choses qui me gênent un petit peu. Et vous allez voir que la transition, elle va être parfaite. Elle va être parfaite avec la formation. Vous souhaitez ouvrir des services, vous souhaitez mettre des lits de réa, vous souhaitez mettre des hôpitaux supplémentaires. Mais quid des soignants? On les forme comment? On les forme quand? Aujourd'hui, pour faire une infirmière, il faut 3 ans. Pour faire une aide-soignante, il faut 12 mois. Et pour faire des infirmiers spécialisés, dont je fais partie, puisque je suis infirmière de bloc opératoire diplômée, il faut 18 mois de plus et bientôt 2 ans. Donc aujourd'hui, la grosse problématique, en tout cas au niveau des hôpitaux, du service public, c'est la pénurie de soignants. C'est vraiment prégnant. Tous les jours, une pénurie de soignants. Alors certes, nous sommes en train de payer des années et des années à écrémer et à fermer des lits, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut se tourner vers l'avenir. Et donc, c'est là où je rebondis, la formation. Comment envisagez-vous l'évolution des formations,
des formations de base, mais également de formations déspécialisées, dont les puéricultrices font partie, les puériculteurs, pardon, aussi, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et, depuis quelque temps, les infirmiers de pratique avancée. Voilà, nous sommes tous des infirmiers spécialisés avec un socle commun de 3 années, puis ensuite avec des formations complémentaires. Voilà, quel état des lieux faites-vous par rapport à ces formations et par rapport à ce manque de soignants, quel que soit le secteur? Alors, sur le manque de soignants, on en parlait tout à l'heure, il y a 25 000 postes de médecins et 34 000 postes d'infirmières vacants. On le disait tout à l'heure, un infirmier diplômé d'État, il reste seulement 5 ans. Donc, premier point, si on veut retrouver des infirmiers rapidement, il faut que les jobs, les emplois, soient suffisamment attractifs. Voilà. Donc, la revalorisation salariale, elle a commencé avec le Ségur, mais c'est insuffisant. Dans la mesure où, je le répète, pour nous, la sécurité sociale, c'est un des ciments de la nation française. Il suffit de voir de toute façon la quantité d'argent qui est dépensée. On voit bien, c'est dans les faits un ciment, mais nous, on veut le garder, ce ciment. Donc, il ne nous paraît pas délirant qu'à l'instar des enseignants, les aides-soignants soient mieux payés, soient assez nettement mieux payés. Ça ne suffit pas d'être dans la moyenne. Vous disiez tout à l'heure que je crois que le Ségur avait permis à la France de combler une partie de son retard. En fait, si vous voulez, à partir du moment où on est le pays qui dépense le plus par tête par sa santé, il ne paraît pas anormal que les personnels soient aussi parmi les mieux payés. Si on dit c'est une priorité, eh bien, il faut que les personnels soient parmi les mieux payés. Sur le volet formation, pour répondre plus précisément à votre question, il faut enrichir les formations pour nous. Il faut que il y a un volet bien sûr de spécialisation, mais l'enjeu c'est qu'au bout de 5, 10, 15 ans, les personnels médicaux puissent changer de secteur, et la capacité à faire d'autres spécialisations. Donc, il faut enrichir les formations dans ce sens-là. Et quelqu'un qui est multitâche, quelque part, c'est quelqu'un qui également peut avoir une meilleure rémunération et peut avoir une variété dans sa panoplie. Alors là-dessus, permettez-moi de rebondir. Être multitâche, c'est la possibilité de pouvoir voir autre chose. Aujourd'hui, en tant qu'IBOD, nous avons une énorme problématique qui est celle d'infirmiers non diplômés IBOD, qui n'ont pas fait de spécialisation et qui travaillent au sein des blocs opératoires, tout comme des IBOD, et qui font nos actes exclusifs que nous avons depuis 2015 en toute impunité. Et aujourd'hui, je pense aussi que au-delà de la formation, il faudrait reconnaître les compétences d'un infirmier spécialisé. Ah oui. Et donc, que comptez-vous mettre en place justement pour que ces compétences-là soient reconnues? Je parle pour les IBOD, bien évidemment, mais je parle également pour quelles que soient les spécialités et quels que soient les secteurs. Alors, je crois qu'il faut quand même arrêter de parler d'attractivité en parlant de reconnaissance salariale. Ouais. Et je pense que ce que Magali vient de dire est hyper important. Il faut arrêter, quand on parle de cette fidélisation et de cette attractivité, de nous envoyer tout le temps. C'est bien l'argent. C'est bien, on est content. Mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a cette reconnaissance salariale, elle est effectivement majeure, mais ça ne suffit pas pour rendre. Alors, il y a un aspect que vous aviez peut-être en tête, mais que vous n'avez pas formulé, qui se passe pour les médecins et les infirmiers. Il est grand temps d'avoir de vraies équivalences de diplômes entre les diplômes donnés en France et à l'étranger. On ne peut pas avoir des gens qui ont des diplômes qui ont été donnés dans des pochettes surprises, je suis un peu provocateur, mais c'est un peu ce qu'on pense, et qui viennent enseigner au même titre, au même niveau que des infirmiers diplômés, dûment diplômés d'État, ou des médecins dûment diplômés. Donc ça, c'est un premier point qu'on a véritablement en tête et qu'on propose depuis longtemps, c'est faire une réelle
un réel tri parmi les diplômes. Il n'est pas pensable. Et on le sait qu'il y a des petits malins en France, on le sait, qui pour beaucoup de professions, ils vont quelque part dans l'Union européenne pour passer leur diplôme et après ils reviennent en France. Non, en fait, ça, c'est pas possible. Le diplôme français, il a une valeur et il n'y a pas d'équivalence si vous l'avez obtenu en travaillant beaucoup moins ailleurs. Ça, pour nous, c'est un point essentiel. Deuxième point, peut-être, vous avez raison, il y a la reconnaissance par genre, mais il y a la reconnaissance globale. Dans une société, c'est le fait de dire que l'infirmier, un peu comme l'enseignant d'ailleurs, il est clé dans la société. C'est pas juste le gars qu'on voit quand on est un peu malade. Il faut qu'il y ait du respect pour les infirmiers, personnels médicaux. Alors, il est vrai que pour les médecins, en général, il y en a. Enfin, encore qu'il y a des médecins qui se font attaquer actuellement. Enfin, il y a une perte des valeurs assez générale. Mais pour les infirmiers, les enseignants, on peut aussi parler des policiers, redire ce que je vous disais tout à l'heure, le ciment de la nation française, véritablement. Reconnaissance des diplômes, reconnaissance que ce sont des carrières, reconnaissance de la pénibilité dans le calcul à la retraite. Parce qu'évidemment, les infirmiers, ils ont parfois, par exemple dans les EHPAD, ils ont parfois mal au dos plus rapidement parce qu'ils doivent porter des charges, porter les personnes âgées. Il faut reconnaître dans le calcul, encore une fois, de la retraite, cette pénibilité. C'est crucial à nos yeux. Et reconnaissance des compétences. Oui, reconnaissance des compétences. Reconnaissance des compétences. Et remettre le patient au centre, en fait, de nos soins. Aujourd'hui, toujours pour parler des blocs opératoires, pardonnez-moi, on me donne la parole, je la prends. Sure. Aujourd'hui, dans les blocs opératoires, les patients signent un consentement éclairé. Oui. De la part du chirurgien, ils signent un consentement éclairé, mais ce consentement éclairé-là ne leur dit pas qui va aider le chirurgien. Donc, comme vous disiez, il peut y avoir des diplômes étrangers. C'était pas tout à fait ce que vous pensiez peut-être pas à ça, mais aller en tout cas. Moi, ce que je voulais surtout aller sur des infirmiers diplômés qui exercent une spécialité pour laquelle ils n'ont pas été formés, donc pour laquelle ils n'ont pas les compétences requises pour les exercer. Et quand on parle du patient au centre, c'est aussi leur permettre de savoir par qui ils vont être opérés, c'est-à-dire leur chirurgien, mais par qui le chirurgien va être aidé. Et en ça, c'est aussi une reconnaissance des compétences de l'infirmier de bloc opératoire, tout comme l'anesthésiste a un infirmier anesthésiste à ses côtés pour l'aider. Et je crois vraiment que le patient doit revenir au sein même, au centre même de nos problématiques. Donc pour bien comprendre, parce que je trouve ça intéressant, moi, personnellement, j'ai été opéré une fois, on m'a présenté l'anesthésiste, le chirurgien, mais c'est vrai que je ne savais pas, ça serait par exemple présenté au patient qui va se faire opérer, bah tenez, vous allez être opéré, enfin assisté par telle personne, c'est ça dans votre idée ? Oui, et surtout, la reconnaissance des compétences passerait également par là. Oui. Parce qu'en fait, on est caché, mais on ne peut pas aujourd'hui mettre en exergue toutes les compétences que nous avons en tant qu'infirmier de bloc opératoire, et notamment par rapport à la gestion des risques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'infirmier de bloc opératoire diplômé est un expert dans la gestion des risques et qui va prendre en charge de façon holistique le patient et va lui permettre donc d'avoir un parcours de soins dans le bloc opératoire en totale sécurité. Non, mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'on ne dit jamais aux gens qui se font opérer. Mais alors, juste pour recentrer, on parlait d'attractivité, je voudrais parler de fidélisation, parce qu'il a été dit que la crise Covid avait révélé des faiblesses, on l'a évoqué tout à l'heure. Moi j'ai envie de dire, la crise Covid, elle date de 2020. En 2017, les infirmières et infirmiers étaient déjà dans la rue pour dénoncer ces problématiques. Il a fallu une crise mondiale pour qu'on se dise, tiens, il faut faire quelque chose. Je voudrais juste vous dire qu'aujourd'hui, l'espérance de vie d'une infirmière, infirmier qui travaille, c'est de l'ordre de 5 ans. Ouais. Au bout de 5 ans, ils quittent leur poste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye d'augmenter les quotas pour les formations, mais finalement, on est en train de balancer de l'eau dans un tuyau, dans un ballon percé. Donc, quelle est votre vision pour fidéliser ces professionnels de terrain aujourd'hui qui partent et au bout de 5 ans ? C'est ce que je vous disais, c'est élargir les compétences, c'est reconnaître les diplômes, c'est augmenter les salaires et c'est favoriser la meilleure prise en compte. Parce que qu'est-ce qu'on a à l'hôpital ? Je prends l'exemple de l'hôpital. On a des salles de repos qui sont pardonnez l'expression, qui sont dégueulasses. On a de l'insécurité. Si vous voulez, il y a un moment où ça, c'est un sujet. Enfin, je ne sais pas quelle est votre vision là-dessus à vous quatre, mais on voit de plus en plus
dans les hôpitaux, principalement les hôpitaux publics, des attaques, des infirmiers qui sont obligés de faire la police, entre guillemets. Et ça, je me mets à la place, je ne suis pas infirmier, mais je me mets à la place des infirmiers. Vous êtes là pour soigner, vous êtes là pour rendre un service, et en fait, on vient vous agresser. Enfin, c'est un sujet extrêmement important. Vous parliez de reconnaissance tout à l'heure. Cette reconnaissance de dire, ce sont des professions où qu'il va falloir aider. Si vous voulez, un des besoins de base, vous avez notamment le besoin de sécurité. Vous savez, c'est la fameuse pyramide de Maslow. Malheureusement, dans les professions médicales aujourd'hui, la sécurité, ça n'y est plus. Enfin, c'était impensable il y a 20 ans, ça. Il y a 20 ans, ce serait venu à l'idée de personne d'aller attaquer un médecin, un infirmier. Là, vous évoquez, j'ai envie de dire, les conditions de travail. Oui, ça nous permet de rebondir. J'aimerais vous passer la parole à toutes les deux pour vous témoigner des conditions de travail réelles aujourd'hui d'une infirmière ou d'un infirmier. Alors moi je suis infirmière. Tu veux Vas-y, non, commencer, je t'en prie. Magali Non, j'ai eu mon temps de parole. Brigitte Vas-y. Lecointre. Je t'en prie. Moi je suis infirmière libérale à Nice depuis 41 ans dans une cité au nord de Nice. Les conditions de travail, je ne pourrais pas dire qu'elles sont très différentes. Voilà, elles sont très différentes. La raison pour laquelle ces conditions de travail sont très différentes, vous les avez déjà, il y a pas mal de choses qui ont été brassées, donc on ne va pas revenir dessus. Mais notamment sur les situations de soins qui sont de plus en plus complexes. Et du coup, ça m'inspire cette question, c'est qu'aujourd'hui, vous ne rentrez plus dans une famille pour soigner qu'un malade. Vous avez vraiment une prise en charge de la famille. Et l'Organisation mondiale de la santé, en 2000, avait déjà proposé ce concept d'infirmière de famille, avec une formation dédiée, avec une expérience, bien sûr. Alors, on voit bien que le concept d'infirmière de famille est au cœur d'une proximité. Il est au cœur de la proximité, bien sûr, avec la famille, mais il est au cœur de la proximité avec le médecin traitant, avec le pharmacien, parce qu'on est vraiment c'est véritablement là qu'il faut aller sur cette proximité pour soigner aujourd'hui et prendre soin, que ce soit de nos enfants, que ce soit de nos jeunes adultes, que ce soit de nos aînés. Alors moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette perception. C'est même plus une perception, c'est vraiment cette nécessité aujourd'hui de créer ce concept d'infirmière de famille. Moi, je suis entièrement d'accord avec le fait que la clé pour qu'un système de santé fonctionne bien, c'est la proximité. C'est la clé, j'élargis un petit peu, mais c'est pour ça que sur l'affaire vaccinale, nous, on a dit une position très simple. On avait dit, le plus logique serait que le médecin traitant dise si la personne en question doit ou non être vaccinée. Et souvent oui, peut-être d'ailleurs. Et pas que ça soit quelque chose qui soit piloté depuis Paris. C'est une clé. Et on se souvient de l'expression médecin de famille. Cette expression, elle existe encore un petit peu dans nos campagnes, mais un petit peu plus vraiment en réalité. C'était clé. Le médecin de famille, l'infirmier de famille, pourquoi pas le pharmacien, c'est la personne qui connaît bien le parcours de la personne. Enfin, le nombre de cancers, pour parler de quelque chose qui tue réellement, le nombre de cancers qui seraient évités si on avait encore cette médecine de famille, le médecin qui connaît bien les réactions du corps de son patient, l'infirmière qui peut signaler, tiens, attention, là, vous devriez faire tel ou tel... Une réponse concrète, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez pour mettre en place, concrètement? Parce que ça, on le sait, que le médecin de famille, le pharmacien, tout ça et tout, on le sait. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous mettriez en place pour vraiment que ce concept soit un concept qui, aujourd'hui, réponde aux besoins en santé de notre population? Eh bien, c'est... quelque chose de concret. Alors, je suis pas dans la rédaction d'une loi actuellement, hein, mais ce qui me paraît très concret, c'est par exemple d'ouvrir la possibilité plus facilement, quand vous allez voir quelqu'un, que ce soit infirmier ou médecin, de pouvoir ouvrir assez rapidement, assez facilement, plusieurs feuilles de santé, enfin plusieurs feuilles de soins, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait une bonne idée, parce que assez régulièrement, moi j'ai eu cette expérience plus jeune, parce que maintenant les gens se déplacent moins, malheureusement. Les infirmiers libérales se déplacent, mais les médecins se déplacent beaucoup moins. De médecins qui semblent hésiter quand il y a deux personnes, que vous le disiez, parce qu'en fait ça arrive souvent en réalité, surtout dans des zones peut-être plus modestes, où les gens ont moins l'habitude d'aller voir leur médecin, leur infirmier, peut-être ouvrir facilement comme ça deux feuilles de soins, quelque chose de concret. C'est un enjeu très fort, je crois que je l'ai lu dans certaines de vos publications, l'administratif. Les contraintes administratives très fortes qui pèsent de façon très forte sur les infirmiers libéraux d'ailleurs, aussi sur les médecins, mais
En fait, c'est toujours pareil. Les médecins, comme ils savent à peu près se faire entendre, les pouvoirs publics les ont facilement dans leur radar. Et puis, il faut dire ce qui est, les médecins peuvent avoir de l'influence. Si dans votre salle d'attente de médecin, vous avez une pancarte machin, la réforme va être désastreuse, ça vous marque. C'est vrai que pour les infirmiers, c'est moins le cas. Et donc, véritablement, il faut enregistrer ce que les infirmiers, notamment les infirmiers libéraux, peuvent dire. Mais nous sommes conscients qu'il y a des manifestations, vous savez. Nicolas Dupont-Aignan, en 2017, il est allé régulièrement. Alors, c'est peut-être nous qui sommes moins bons qu'en 2017, mais j'avais souvenir, peut-être que vous allez me contredire, qu'il y avait davantage de mouvements sociaux, de manifestations d'infirmiers libéraux en 2017 qu'aujourd'hui, pendant la campagne. Peut-être que Il y a un petit peu la crise qui est passée par là, Oui. aussi. Il y a quand même eu c'est une vraie question, hein. manifestations qui ont été largement suspendues. Oui. Voilà. Non, mais et puis, j'ai envie de vous dire que les infirmiers, au sens général, sont fatigués. sont fatigués, mais sont dans le soin. Et avec tout ce que nous venons de vivre depuis 2 ans, tout le retard que nous avons pris dans le soin, alors, souvent, j'ai envie de me battre, j'ai envie de manifester pour la reconnaissance de mon diplôme, pour la reconnaissance de mes conditions de travail. Et pour autant, je me dis, je ne peux pas laisser derrière. J'ai des remords à laisser derrière, des personnes qui vont être de nouveau reportées au niveau des interventions. Donc oui, effectivement, il y a moins de manifestations, mais les priorités sont peut-être sont différentes. Elles ont un petit peu glissé avec cette crise-là, mais ça a aussi permis de nous remettre en mouvement et de se remobiliser en disant voilà, aujourd'hui on existe, on l'a prouvé. Cette crise a prouvé que le personnel paramédical était nécessaire, on ne peut pas faire sans. Et donc aujourd'hui, nous attendons des différents candidats qui nous prouvent à quel point les infirmiers sont nécessaires au centre de l'exercice et de la santé, de notre système de santé. Bien sûr. Ah mais on en est absolument convaincus. Juste parce qu'on va devoir conclure, moi j'ai retenu 2-3 choses, enfin un petit peu plus, et je laisserai conclure Richard. 10 milliards d'euros pour le système de santé supplémentaire, reconnaissance, je parle pour les infirmiers et infirmières, reconnaissance de leurs compétences et montée en compétences par la formation. Oui, tout à fait. Travail sur les conditions de travail, aujourd'hui qui sont encore délicates. Notamment les accidents du travail et la maternité. On a entendu, et en mettant le patient au cœur des préoccupations et du système de santé. Donc ça, ce sont vos engagements qu'on a entendus aujourd'hui. Richard ? Alors, un dernier point. Oui, on le voit aussi dans votre discours. La santé française d'aujourd'hui, enfin, jusqu'à maintenant, était très médico-centrée, organisée par des médecins. Nous, une grosse question qu'on se pose, et on a essayé de vous faire parler là-dessus, c'était comment faire avancer les infirmières. L'une des préconisations de l'OMS, c'était d'avoir un infirmier général au ministère. Quelle est votre position là-dessus ? Ça me semble une bonne idée. De même que, si vous voulez, nous, on avait, je fais une petite parallèle, sur l'économie, on proposait que ça soit un dirigeant de PME, le ministre de l'économie. Donc, effectivement, un infirmier général au ministère, ça paraît fondamental. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez. On entend beaucoup les médecins, tant mieux quelque part, mais on entend assez peu les infirmiers. Et ça, c'est indéniable. Et les infirmiers libéraux, Dupont-Aignan, je vous parlais de manif de 2017, parce que Nicolas Dupont-Aignan, il allait assez régulièrement à des manifestations pour soutenir les infirmiers libéraux en 2017. Et là, il faut qu'on regarde peut-être... Non, mais si vous voulez, on peut en faire une. Hein. Non, j'appelle pas à ça, mais mais voilà. Non, mais vous avez raison. Et en nombre, vous êtes plus nombreux que les médecins, et vous êtes... moins bien payé, mais ça, c'est pas l'idée de faire une compétition de salaire, évidemment, ça n'aurait pas de sens, mais il faut absolument qu'il y ait une reconnaissance des personnels qui sont les plus nombreux, et notamment, la situation, heureusement, quelque part, on la voit, le problème arrive sur les EHPAD. On en a parlé tout à l'heure. Je connais des gens qui sont aides-soignants dans les EHPAD, c'est évidemment un métier dur, très clairement. Et notamment, quand vous avez 10 minutes pour faire l'ensemble de la toilette de la personne âgée, c'est compliqué. Donc heureusement, il y a, je pense, une prise de conscience que nous, on essaie de pousser. Je sais, on parle de Nicolas Dupont-Aignan, je ne suis pas certain qu'on gagne, mais en tout cas, on veut pousser au maximum nos idées pour qu'elles soient diffusées dans le débat public. Et
On pense qu'on a modestement encore plutôt bien travaillé là-dessus, et j'engage l'ensemble de nos auditeurs à aller sur le site nda2022.fr pour voir l'ensemble de nos propositions, notamment sur les volets santé, dépendance et aussi handicap, parce que véritablement, c'est absolument clé. Nicolas Dupont-Aignan est un candidat gaulliste. On est très attaché à la sécurité sociale. On n'a aucune envie de la privatisation galopante de la sécurité sociale qui avait eu lieu beaucoup sous M. Hollande, c'était un peu ça la direction. Au tout début, Emmanuel Macron, on se demandait ce qu'il avait en tête. Non, nous, on est extrêmement attachés à la sécurité sociale, et vous avez raison. Il faut revaloriser le métier, mettre au centre le métier d'infirmier. Merci infiniment d'être venu avec nous. Merci. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.